Chapitre 1. L'appel. Le soleil afghan cognait sur la base opérationnelle avancée Hammer comme une fournaise, mais Cameron Parker le remarquait à peine désormais. Après 18 mois dans la province de Kandahar, la chaleur était devenue une constante de plus, comme la poussière qui s'insinuait partout ou le poids du fusil qui ne le quittait jamais. À 34 ans, Cameron avait passé 12 ans dans l'armée. Les 7 derniers, avec le 60e régiment de Rangers, il avait fait des choses dont il ne pouvait pas parler dans des endroits qui n'existaient pas officiellement. Aujourd'hui était censée être une journée de routine. Une session de planification pour une opération à venir. Cameron était assis dans le centre des opérations tactiques, en train d'examiner des images satellites avec son équipe. Quand le capitaine Edgar Patrick apparut dans l'encadrement de la porte, le visage du capitaine était pâle, son maintien militaire habituel remplacé par quelque chose que Cameron avait rarement vu. De la pitié, Sergeant Parker. Mon bureau, tout de suite. La marche à travers le campement lui parut longue de plusieurs kilomètres. Cameron avait traversé des fusillades où le temps semblait ralentir, mais ceci était différent, c'était de l'appréhension. Le bureau temporaire du capitaine était un conteneur maritime converti avec un bureau, 2 chaises et un téléphone satellite. « Asseyez-vous, Cameron ». Edgar n'utilisait jamais les prénoms sur la base. « J'ai reçu un appel de Jack. Votre femme, Christy, a déposé une demande de divorce il y a 3 jours. Pétition d'urgence. Elle invoque l'abandon. » L'esprit de Cameron se vida un instant. L'abandon. Il était déployé. Il parlait chaque semaine par appel vidéo. Sa dernière conversation avec Christy remontait à 5 jours. Elle avait semblé distante, mais il l'avait attribuée au stress. Leur fille, Emma, venait d'avoir 7 ans, avait agité la main à la caméra, lui montrant un dessin qu'elle avait fait. Il y a plus, Edgar continue. La voix tendue. Elle demande la garde exclusive, la maison et vos prestations militaires. Elle a un avocat, un vrai requin nommé les Riley d'un cabinet à Virginia Beach. Ils agissent vite. Sur quel motif? La voix de Cameron était ferme, son entraînement de ranger prenant le dessus. Évaluer la situation, recueillir des renseignements, formuler un plan. Edgar fit glisser un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des documents légaux, imprimés à partir de pièces jointes d'email. Cameron les parcourut, sa mâchoire se crispant à chaque ligne. Christy affirmait qu'il avait été émotionnellement absent et que son choix de carrière dangereuse le rendait inapte à être père. Il y avait des déclarations de voisins qu'il n'avait jamais rencontrés, de la mère de Christy, Maureen Riley, qui ne l'avait jamais aimé, affirmant qu'il avait été contrôlant et agressif, tous des mensonges soigneusement construits. « Capitaine, c'est... Le téléphone satellite sur le bureau sonna. Edgar et Cameron se regardèrent dans les yeux. Le capitaine le décrocha, écouta un moment, puis le tendit. « C'est pour vous? Votre numéro de domicile ?» Cameron prit le téléphone, sa main ferme malgré la glace qui se formait dans sa poitrine. « Allô ?» Du bruit statique crépita, puis une petite voix étouffée par les larmes. « Papa, Emma, bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Le copain de maman me fait mal. » Les mots sortirent en cascade, à peine audibles par-dessus ses sanglots. Il m'a attrapé le bras très fort, et j'ai des bleus. Il crie tout le temps, et j'ai peur. « Papa, quand est-ce que tu rentres à la maison ?» La vision de Cameron vira au rouge sur les bords. En fond, il entendait une voix d'homme, dure et en colère, puis les cris de Christy, le téléphone bruissa, et puis la voix de Christy se fit entendre, mais elle ne lui parlait pas, elle riait, parlant à quelqu'un d'autre. Il est à 12 875 km d'ici. Daryl, qu'est-ce qu'il va faire? Le téléphone passa en mode haut-parleur. Cameron entendit un homme rire, d'un rire profond et moqueur. Ton soldat héros, il est probablement en train de pleurer dans son lit en ce moment. Puis Christy reprit la ligne. Cameron, ouais, tu as entendu ça? Daryl Schwartz, il emménage, la maison est à moitié à moi, et mon avocat dit que j'aurai le reste. Tu es fini aussi? Tu aurais dû être ici au lieu de jouer Roger. Ah, Joe, ne te donne pas la peine de rentrer. On n'a pas besoin de toi. La voix de Cameron, quand il parla, était calme, dangereusement calme. Je serai à la maison dans 18 heures. Christy rit à nouveau. Bien sûr que oui. Christy. La façon dont il prononça son nom fit lever les yeux au capitaine Patrick. Ton copain ne sait pas que j'étais dans les forces spéciales. Il ne sait pas de quoi je suis capable. Mais il va l'apprendre. Il raccrocha avant qu'elle puisse répondre. Cameron regarda Edgar. Le capitaine tendait déjà la main vers un autre téléphone. « Je vais t'obtenir un congé d'urgence, pour raisons humanitaires, mais... » Cameron. « Quoi que tu penses? Ma fille est blessée. Monsieur, quelqu'un a fait des bleus à ma petite fille. Quelqu'un est en train de voler ma famille.
Cameron se leva, ses mouvements contrôlés, précis. « Je vais m'en occuper, légalement, au début, mais je vais m'en occuper. » Edgar hocha lentement la tête. « Tu as 72 heures de congé d'urgence. À partir de maintenant, il y a un transport pour Bagram, qui part dans 2 heures, puis un C-17 pour Ramstein. Je t'aurai sur un vol civil pour Norfolk d'ici demain matin. » Il marqua une pause. « Cameron, je sais ce que tu es, ce que tu peux faire. Sois intelligent, je le suis toujours. Monsieur. » Mais tandis que Cameron retournait à ses quartiers pour faire ses bagages, son esprit passait déjà en revue les scénarios. Daryl Schwartz, le nom était gravé dans sa mémoire désormais. Cameron avait passé des années à apprendre à trouver des gens, à les lire, à exploiter leurs faiblesses. Il avait traqué des cibles de haute valeur à travers des montagnes et des déserts. Un civil abusif serait un jeu d'enfant. Il sortit son ordinateur portable personnel et ouvrit un navigateur chiffré. En 20 minutes, il avait étalé toute la vie numérique de Daryl Schwartz devant lui, âge 32, 2 ans de moins que Cameron. Travaillait comme contremaître dans une entreprise de construction à Virginia Beach, postait constamment sur les réseaux sociaux, photos des motos, d'armes, de la salle de gym, sourire arrogant. Sur une photo récente, Daryl avait son bras autour de Christy, elle riait, se penchant contre lui. Cameron ne ressentit rien en regardant ça. La femme sur la photo n'était pas celle qu'il avait épousée 8 ans plus tôt. Cette Christy avait été gentille, supportive, compréhensive envers sa carrière militaire. Cette femme s'était transformée en quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Mais c'était la découverte suivante qui fit glacer le sang de Cameron. 3 ans plus tôt, Daryl avait été arrêté pour agression dans une bagarre de bar, les charges abandonnées quand la victime avait refusé de porter plainte, probablement après intimidation ou paiement. 6 mois après, une ordonnance restrictive d'une ex-petite amie, également abandonnée. Ce n'était pas seulement son mariage qui s'effondrait, c'était un homme violent ayant accès à sa fille. Cameron passa 2 appels. Le premier à Brian Pittman, un avocat avec qui il avait servi dans ses premières années dans l'armée. Brian avait quitté le service et monté un cabinet prospère en droit familial. Il répondit à la seconde sonnerie. « Cameron Parker, je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis 3 ans. Tu as enfin besoin de mon aide ? Ma femme dépose pour divorce. Je suis déployé. Elle a notre fille avec son nouveau copain. Et Emma m'a dit qu'il lui fait mal. J'ai besoin de quelqu'un qui combat salement. J'écoute. » Cameron lui exposa tout. Brian resta silencieux un long moment. « D'accord, c'est grave. Mais ce n'est pas impossible à gagner. Audience d'urgence pour la garde basée sur des soupçons d'abus. Je dépose demain matin à la 1re heure. Rentre vite. Et Cameron ne fait rien de stupide avant qu'on soit devant un juge. Défini stupide. Tu sais ce que je veux dire ? Je sais de quoi tu es capable. Laisse-moi combattre ça légalement d'abord. D'abord, approuva Cameron. Mais pas seulement. Le second appel fut à Toby Thornton, un autre ranger qui avait quitté le service et travaillait maintenant dans la sécurité privée. Toby lui devait la vie. Cameron l'avait porté sur 5 km à travers un territoire hostile après une explosion d'IED. Ce genre de dette n'expirait pas. J'ai besoin d'équipements de surveillance livrés à ma maison à Virginia Beach. L'adresse est... Je sais où tu vis. Mec, qu'est-ce qui se passe ? Cameron lui raconta. La réponse de Toby fut immédiate. J'aurai tout ce dont tu as besoin en attente dans une unité de stockage près de chez toi. Envoie-moi un texto quand tu atterris. Et Cameron, si tu as besoin de renfort, appelle-moi. Peu importe ce que c'est, je pourrais bien te prendre au mot. » Tandis que le transport roulait sur la piste vers Bagram, Cameron était assis dans la soute, son esprit déjà 6 étapes en avance. Daryl Schwartz avait commis une erreur critique. Il avait blessé la fille d'un ranger. Il s'était inséré dans la famille de Cameron avec violence et arrogance. Cameron n'allait pas juste le virer. Il allait le démanteler. Chapitre 2. Rassemblement de renseignements. Le vol de Ramstein à l'aéroport international de Norfolk dura 9 heures. Cameron ne dormit pas. Au lieu de cela, il utilisa le Wi-Fi de l'avion pour creuser plus profondément dans la vie de Daryl Schwartz, construisant un profil comme il le ferait pour n'importe quelle cible. Daryl travaillait pour Tidewater Construction, une entreprise de taille moyenne qui gérait des projets commerciaux autour de Virginia Beach et Norfolk. Il y était depuis 4 ans, avait gravi les échelons jusqu'à contremaître en surface. Respectable. Mais Cameron trouva vite les failles. 3 projets de construction différents supervisés par Daryl avaient entraîné des violations de sécurité. Un ouvrier avait été gravement blessé quand un échafaudage s'était effondré. L'OSHA avait enquêté, mais Daryl avait blâmé un sous-traitant. Le schéma suggérait quelqu'un qui coupait les coins ronds et évitait les responsabilités. Les réseaux sociaux de Daryl peignèrent le portrait d'un homme obsédé par son image.
des postes constants sur son camion, un Ford F-250 surélevé avec des jantes personnalisées, photos au stand de tir, toujours avec des armes chères, enregistrements dans des restaurants et bars haut de gamme. Mais ses dossiers d'emploi montraient qu'il gagnait 70 000 $ par an. Pas la pauvreté, mais pas assez pour soutenir le style de vie qu'il affichait. Des dettes, réalisa Cameron, l'homme vivait à crédit. Essayant de projeter un succès qu'il n'avait pas gagné, c'était un levier, puis il y avait son historique sentimental. Cameron trouva 4 ex-petites amies sur les réseaux sociaux, 2 avaient bloqué Daryl, une, Ashley Baker, avait posté vaguement sur son évasion d'une relation toxique 6 mois avant que Daryl commence à apparaître avec Christy. Cameron envoya un message soigneusement rédigé à Ashley. « Je suis Cameron Parker, le mari de Christy Parker. Je suis inquiet pour la sécurité de ma fille. Seriez-vous prête à parler ?» La réponse arriva en 20 minutes. « Oui, appelez-moi. » Cameron utilisa une carte d'appel pour composer depuis l'aéroport pendant son escale. Ashley répondit immédiatement, sa voix méfiante mais consentante. « J'ai fréquenté Daryl pendant 8 mois, dit-elle. Au début, il était charmant, confiant, puis il a commencé à devenir contrôlant. Avec qui je parlais, ce que je portais, si je le questionnais, il se mettait en face de moi, hurlait. Il ne m'a jamais frappé, mais il s'en est approché, il cognait les murs, jetait des choses. Je suis parti quand il a menacé de me donner une leçon sur le manque de respect. Avez-vous déposé un rapport de police ? J'ai essayé, il s'en est sorti en parlant. A dit aux flics que j'étais folle, que j'inventais ça parce qu'il avait rompu avec moi. Son pote Austin Finlay l'a soutenu, a dit que je harcelais Daryl. Ils l'ont cru plutôt que moi ? Seriez-vous prête à témoigner de cela au tribunal ? Ashley hésita. J'ai peur de lui. Il sait où j'habite. Et si je pouvais garantir votre sécurité ? Alors oui, quelqu'un doit l'arrêter avant qu'il blesse sérieusement quelqu'un. Cameron la remercia et raccrocha. Une témoin, il en avait besoin de plus. L'avion atterrit à Norfolk à 6 heures du matin, heure locale. Cameron était éveillé depuis 36 heures, mais son corps fonctionnait à l'adrénaline pure et à la détermination. Il loua une voiture et se rendit directement à l'unité de stockage que Toby avait arrangée. À l'intérieur, il trouva un sac de sport contenant un système de caméras de surveillance haut de gamme, des dispositifs d'enregistrement audio, des traceurs GPS et un ordinateur portable jetable. Son téléphone vibra. Brian Pittman, audience d'urgence pour la garde programmée pour 10 heures demain. Juge Lynette Loomis. Elle est dure mais juste. Viens à mon bureau à 8 heures pour préparer. Ne contacte pas Christy ni ne va à ta maison. Cameron répondit par texto. Compris ? Mais il n'alla pas à un hôtel. Au lieu de cela, il se rendit dans son quartier, se garant 3 pâtés de maison plus loin de sa maison, la maison qu'il avait achetée 5 ans plus tôt et dont il payait l'hypothèque pendant son déploiement, la maison où sa fille vivait avec un homme qui lui avait fait des bleus. Il mit en place une surveillance depuis la voiture, utilisant une caméra téléobjectif pour observer la propriété. À 7h30, la porte d'entrée s'ouvrit, Daryl sortit, vêtu de vêtements de travail, montant dans son camion, Cameron zooma, capturant des photos nettes du visage de l'homme, arrogant, sûr de lui, un balancement dans sa démarche. Comme s'il possédait le monde, 20 minutes plus tard, Christy sortit avec Emma. Sa fille semblait petite, les épaules voûtées. Elle portait une chemise à manches longues malgré la chaleur de Virginie, cachant des bleus, réalisa Cameron, la fureur montant dans sa poitrine. Christy avait l'air différente, plus dure, ses cheveux blonds étaient coiffés différemment, plus de maquillage. Elle portait des vêtements que Cameron n'avait jamais vus, des marques chères. Elles montèrent dans la voiture de Christy, également neuve, un Lexus SUV qui devait coûter 50 000 $, et s'éloignèrent vers l'école d'Emma. Cameron les suivit à distance, des années d'entraînement le rendant invisible dans la circulation. Il observa tandis que Christy déposait Emma, vit sa fille traîner les pieds vers le bâtiment scolaire sans regarder en arrière. Puis il fila Christy jusqu'à un Starbucks où elle rencontra 2 autres femmes. Elles s'assirent sur la terrasse, riantes, buvant des lattes qui coûtaient plus que les repas de certains. Il activa le microphone directionnel que Toby avait inclus, le visant depuis sa voiture de l'autre côté du parking. Je lui ai dit « Je veux la maison et la moitié de sa pension », disait Christy. « Les dit que je l'aurai. Les militaires perdent toujours dans les tribunaux de Virginie. Trop d'histoires tristes sur le SSPT et la violence. » Une des femmes, Cameron l'a reconnue comme Delia Quinn, la cousine de Christy, rit. Et Emma, elle ne demande pas. Christy agita la main avec dédain. Elle a 7 ans. Elle oubliera. Daryl est bien avec elle la plupart du temps. Il a juste un tempérament, mais c'est ce dont Emma a besoin. De la discipline,
Cameron la dorlotait toujours. Les mains de Cameron se crispèrent sur le volant. La plupart du temps, un tempérament, son téléphone vibra à nouveau, un texto d'un numéro inconnu. « C'est Ashley ? Je me souviens de quelque chose. » L'ami de Daryl, Austin Finley. Ils font des jobs de construction au noir, en liquide seulement, probablement sans déclarer les revenus. Je pensais que tu devrais savoir. Cameron sourit sombrement. Évasion fiscale. Une autre pièce de levier. Il passa le reste de la journée à mener une reconnaissance. Il suivit Daryl sur son site de construction, le vit réprimander un ouvrier plus jeune pour une erreur mineure, se mettant au visage du gamin jusqu'à ce que l'ouvrier recule. Il pista le déjeuner de Daryl avec Austin Finley dans un bar sportif, où ils discutèrent d'un job privé à venir valant 15 000 $ en liquide. Le soir venu, Cameron avait installé un traceur GPS sur le camion de Daryl et le Lexus de Christie. Il planta des micros audio dans les lumières extérieures à détection de mouvements de sa propre maison, techniquement sa propriété, zone grise légalement, mais il s'en fichait. Il documenta les mouvements de Daryl, ses associés et ses habitudes. Maintenant, il comprenait son ennemi. Daryl Schwartz était un tyran, un fraudeur et un criminel. Il était aussi négligent, laissant une traînée partout où il allait. Cameron s'enregistra dans un hôtel près du bureau de Brian et se permit enfin de se reposer. Mais d'abord, il ouvrit son ordinateur portable et commença à compiler tout dans un dossier. Preuve légale pour Brian. Renseignements pour ses propres fins. À l'école des Rangers, on lui avait appris que la planification représentait 90% de toute opération. L'exécution n'était que l'étape finale. Demain, la bataille légale commencerait, mais Cameron regardait déjà au-delà. Il allait récupérer sa fille. Il allait exposer Daryl pour ce qu'il était et il allait s'assurer que quand ce serait fini, Daryl Schwartz regretterait le jour où il avait touché à Emma Parker. Chapitre 3. La bataille légale. Le bureau de Brian Pittman était dans le centre-ville de Norfolk. Une maison en pierre brune, convertie, qui parvenait à sembler à la fois professionnelle et confortable. Cameron arriva à 7h45. Portant un dossier épais de documents imprimés, Brian l'accueillit à la porte. Grand Mince. Grisonnante aux tempes, mais se tenant toujours avec une précision militaire. « Tu as l'air crevé ?» dit Brian en guise de salutation. « Pas beaucoup dormi ? Eh bien, tu vas témoigner devant un juge, donc on doit arranger ça. » Brian le mena à une salle de conférence où du café et un petit déjeuner l'attendaient. « Mang, Baud, puis raconte-moi tout. » Cameron exposa les preuves qu'il avait rassemblées, le témoignage d'Ashley Baggar, des photographies des réseaux sociaux de Daryl affichant une richesse qu'il ne pouvait pas légitimement se permettre, des dossiers de la charge d'agression et de l'ordonnance restrictive, documentation des violations OSHA sur ses sites de construction. Brian siffla bas, « C'est du bon travail. Presque trop bon. Comment as-tu obtenu tout ça en moins de 24 heures ? Je suis motivé. J'ai besoin de savoir que tu as obtenu ça légalement. Si tu as enfreint des lois, les informations sont publiquement disponibles ou fournies par des témoins consentants, » dit Cameron. C'était techniquement vrai si on ignorait l'équipement de surveillance et les traceurs GPS. « Peux-tu l'utiliser ?» Brian hocha lentement la tête. L'audience d'urgence pour la garde concerne la sécurité immédiate d'Emma. La juge Loomis a besoin de voir des preuves de danger, la charge d'agression, l'ordonnance restrictive et le témoignage d'Ashley établissent un schéma de violence. La déclaration de ta fille sur les bleus est puissante. Mais elle a 7 ans. On a besoin de documentation médicale. Comment l'obtenir sans les alerter ? On ne peut pas. Le juge leur donnera dans le cadre de l'évaluation d'urgence pour la garde. Brian se pencha en avant. Cameron, voilà comment ça se passe. On y va ? On présente des preuves qu'Emma est en danger. Si le juge est d'accord, elle accordera la garde temporaire à toi en attendant une enquête complète. L'avocat de Christie combattra ça, mais on a la position la plus forte. La clé, c'est toi. Tu dois être calme, crédible et sympathique. Peux-tu faire ça ? J'ai briefé des généraux sous le feu. Je peux gérer une salle d'audience. Les généraux ne décident pas si tu récupères ta fille. L'audience eut lieu au tribunal de circuit de Norfolk, un bâtiment moderne qui sentait le polish pour sols et le vieux papier. Cameron portait son uniforme de parade de l'armée, suggestion de Brian. Rappelle au juge que tu sers ton pays pendant que le copain de ta femme blesse ton enfant, avait dit Brian. Ils arrivèrent tôt. Les Riley, l'avocat de Christie, était déjà là, un homme dans la cinquantaine portant un costume cher et un sourire pratiqué qui n'atteignait pas ses yeux. Cameron reconnut le type, quelqu'un qui voyait le droit familial comme un jeu à gagner, pas des vies à protéger. Puis Christie arriva.
et la mâchoire de Cameron se crispa. Elle sembla surprise de le voir. Son expression soigneusement composée se fissurant un instant, elle s'attendait clairement à plus de temps avant qu'il puisse rentrer. Daryl n'était pas avec elle, probablement au travail. Cameron, dit-elle, sa voix incertaine. Il ne répondit pas, ne se faisant pas confiance pour parler sans dire quelque chose qui nuirait à sa cause. La juge Lynette Loomis prit place à exactement 10 heures. Elle était au début de la soixantaine. Afro-américaine, avec des yeux perçants qui ne manquaient rien, elle examina les papiers, puis leva les yeux. Ceci est une audience d'urgence pour la garde concernant Emma Parker, âgée de 7 ans. M. Pittman, vous avez déposé au nom du sergent Cameron Parker, actuellement déployé avec le 75e régiment de Rangers. Présentez votre cas. Brian se leva. Votre honneur. Le sergent Parker a reçu un appel d'urgence de sa fille il y a 2 jours. Emma a déclaré que le copain de sa mère, Daryl Schwartz, lui fait physiquement mal, mentionnant spécifiquement des bleus sur son bras. Le sergent Parker a immédiatement obtenu un congé d'urgence et est rentré pour protéger sa fille. Nous demandons la garde temporaire en attendant une enquête complète sur ces allégations. Les Riley se leva. Votre honneur. C'est une tentative transparente de manipuler le tribunal. Madame Parker a déposé pour divorce il y a 3 semaines par les voies appropriées. Le sergent Parker tente de contourner ce processus en faisant des allégations outrageuses et non étayées contre Mem Schwartz. Un homme travailleur qui n'a été que gentil avec Emma. Les allégations viennent de l'enfant elle-même contre Brian. Nous avons aussi le témoignage de l'ex-petite amie de M. Schwartz, Ashley Baker, documentant un schéma de violence et de comportement contrôlant. De plus, M. Schwartz a une arrestation antérieure pour agression et une ordonnance restrictive d'une autre ex-petite amie. La juge Loomis leva la main. J'ai l'affidavit de Madame Baker. M. Riley. Contestez-vous ces faits sur le copain de votre cliente. La charge d'agression a été abandonnée. L'ordonnance restrictive était basée sur des mensonges. Madame Baker a une dent contre lui. J'ai demandé si vous contestez les faits, pas votre interprétation d'eux. La voix de la juge Loomis était tranchante. Le fait est que M. Schwartz a un historique documenté d'allégations impliquant de la violence. Est-ce correct? Riley se tortilla. Oui, votre honneur. Mais, et le fait est que Emma Parker a rapporté des blessures à son père. Est-ce correct? Nous n'avons que la parole du sergent Parker. J'ordonne un examen médical immédiat d'Emma Parker par un médecin désigné par le tribunal. S'il y a des bleus correspondant à la déclaration de l'enfant, j'accorde la garde temporaire au sergent Parker. La juge Loomis regarda Christie. Madame Parker, avez-vous des preuves que votre fille ment? Christie se leva, sa voix tremblante. Que ce soit d'une émotion genuine ou d'une performance? Cameron ne pouvait le dire. Emma se confuse. Votre honneur? Elle est upset par le divorce? Daryl ne l'a jamais blessée? Il a été merveilleux avec nous deux. Alors l'examen médical montrera qu'il n'y a pas de bleu. Et nous procéderons avec les procédures de divorce normalement. La juge Loomis nota quelque chose. Emma sera examinée cet après-midi. Le tribunal est en récess jusqu'à 16 heures. Heure à laquelle nous reconviendrons avec les résultats. Tandis qu'il sortait, Christie attrapa le bras de Cameron. « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas juste débarquer et la prendre. » Cameron baissa les yeux sur sa main, puis rencontra ses yeux. « Tu as dit à ta cousine qu'il avait un tempérament, que c'était ce dont Emma avait besoin. Je t'ai entendu le dire ce matin. » Son visage pâlit. « Tu m'as suivi. J'ai protégé ma fille. Quelque chose que tu aurais dû faire. » Il libéra son bras. « Si Emma a des bleus, Christie, tu vas la perdre. Et tu le mériteras. » Brian le tira avant qu'il puisse en dire plus. Dans un couloir, son avocat lui serra l'épaule. « Comment savais-tu ce qu'elle a dit à sa cousine? » J'étais dans le coin. Cameron. Brian. Si ma fille a des bleus, est-ce que ça importe comment je l'ai su? Brian soupira. Légalement? Peut-être. Moralement? Non. Mais tu dois être prudent. Riley va chercher n'importe quelle excuse pour te peindre comme instable ou dangereux. Je suis dangereux? Dit Cameron calmement. Juste pas pour ma fille. L'attente jusqu'à 16 heures fut excruciating. Cameron s'assit dans un café, se forçant à manger pour rester alerte. Son téléphone vibra avec un message de Toby. Tout ce dont tu as besoin? Pas encore, mais bientôt. À 15h45, ils retournèrent au palais de justice. Cameron vit Christie dans le couloir, les yeux rougis comme si elle avait pleuré. Les Riley avaient l'air sombres. La juge Loomis reprit place et leva un rapport médical. Le médecin désigné par le tribunal a examiné Emma Parker à 14h. Le rapport confirme des bleus sur son bras gauche supérieur, compatibles avec des marques de saisie par une main adulte. Il y a aussi des bleus plus anciens sur son épaule à divers stades de guérison. Elle marqua une pause.
son expression durcissant. « Madame Parker, voudriez-vous expliquer cela ?» Christie se leva, tremblante. Elle est maladroite. Elle tombe. Le rapport du médecin précise que les bleus sont compatibles avec une saisie forceful, pas des chutes. Emma a aussi dit au docteur que le copain de maman se met en colère et serre trop fort. La juge Loomis regarda Cameron. « Sergeant Parker, j'accorde la garde physique temporaire d'Emma Parker effective immédiatement. Madame Parker aura des visites supervisées seulement, en attendant une enquête complète par les services de protection de l'enfance. Ce tribunal reconviendra dans 30 jours pour une audience complète sur la garde. » Riley bondit sur ses pieds. « Votre honneur. » C'est extrême. Ce qui est extrême, c'est un enfant blessé dans sa propre maison. Ma décision tient, huissier. Veuillez assurer qu'Emma est transférée à la garde de son père aujourd'hui. Cette audience est ajournée. Cameron sentit la tension s'évacuer de son corps, remplacée par quelque chose de plus féroce, la vindication. Il avait gagné la première bataille. Emma serait en sécurité. Mais tandis qu'il quittait la salle d'audience, il vit Christie au téléphone, parlant urgemment. Il ne pouvait entendre les mots, mais il n'en avait pas besoin. Elle appelait Daryl. Et Daryl, Cameron le savait, n'était pas du genre à accepter la défaite gracieusement. Chapitre 4. Ombres et secrets, Emma attendait dans le bureau d'une assistante sociale, une petite pièce avec des jouets d'enfants éparpillés sur un tapis usé. Quand Cameron entra, elle leva les yeux, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité. « Papa !» Sa voix était petite, incertaine, comme si elle avait cessé de croire qu'il viendrait un jour. Cameron s'agenouilla, ouvrant les bras, et Emma courut dedans. Elle tremblait, son petit corps pressé contre sa poitrine. Il la serra soigneusement, attentif au bleu, sentant 7 mois de déploiement et 2 jours d'enfer craquer quelque chose en lui. « Je suis là, bébé, je suis là maintenant, et je ne pars plus. Promissi, je promets. » L'assistante sociale, une femme gentille nommée Dorothy Hicks, expliqua la situation doucement. Emma rentrerait avec Cameron ce soir. Christie pourrait visiter, mais seulement sous supervision. Il y aurait du counseling, des enquêtes, plus d'audience. Emma serra juste plus fort la main de son père. Cameron l'emmena d'abord à l'hôtel. Il aurait besoin de trouver un endroit plus permanent bientôt. Mais pour ce soir, ça irait. Il commanda le service d'étage, la regarda manger des tenders de poulet et des frites pendant qu'elle lui racontait l'école. Ses amis, tout sauf Daryl et Christie. Il ne poussa pas. Il y aurait du temps pour ça plus tard. Quand elle s'endormit enfin dans le grand lit d'hôtel, roulé en boule sous les couvertures, Cameron s'assit dans un fauteuil près de la fenêtre et se permit de le sentir. La rage qu'il avait contrôlée pendant 2 jours, Daryl Schwartz avait mis ses bleus sur sa fille, l'avait attrapée assez fort pour laisser des marques, l'avait effrayée si fort qu'elle tremblait encore maintenant. Des heures plus tard, son téléphone vibra, un texto d'un numéro inconnu. « C'est Daryl. Tu te crois dur? Tu crois avoir gagné? Je sais où tu loges? Source. Soldat. Réglons ça homme à homme. » Cameron regarda l'adresse jointe au message. « Home parking, près du front de mer. » À 10 minutes, c'était exactement le genre de mouvement auquel il s'attendait. Daryl, essayant de provoquer une confrontation, probablement avec des amis en renfort, espérant faire arrêter Cameron pour agression. Amateur, Cameron répondit par texto. « Demain soir, 2 zone de parking du pont Naval Avenue, juste toi et moi. » Enfin, des couilles. Cameron sourit. Puis il appela Toby Thornton. « J'ai besoin de toi à Virginia Beach demain. » Et amène Isaac Weaver, s'il est disponible. Isaac était un autre ranger, bâti comme un tank, et plus intelligent que la plupart des gens ne le réalisaient. Entre Toby et Isaac, Cameron aurait des témoins pour quoi que Daryl tente d'en haut. « C'est quoi le plan ?» demanda Toby. « Daryl veut un combat? Je vais lui en donner un, juste pas celui auquel il s'attend. » Le lendemain matin, Cameron inscrivit Emma à son ancienne école et arrangea une garde après l'école. Il rencontra Brian pour discuter de la bataille de garde à venir, puis, à 14 heures, il se rendit au bureau principal de Tidewater Construction. La réceptionniste leva les yeux quand il entra. « Puis-je vous aider? Je suis ici pour voir le gestionnaire de projet. C'est concernant un de vos contremaîtres. » Daryl Schwartz. 5 minutes plus tard, Cameron était assis en face de Gene Myers, un homme corpulent dans la cinquantaine qui dirigeait les opérations de l'entreprise. Cameron exposa ses preuves, les violations au chat, les jobs au noir avec Austin Finlay, le schéma de raccourci de sécurité. Le visage de Gene s'assombrit tandis qu'il examinait les documents. « Où avez-vous eu ça? Je suis l'ex-mari de la petite amie de Daryl. Il abuse de ma fille. Je voulais savoir à qui j'avais affaire. »
Cameron se pencha en avant. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes à votre entreprise. Mais vous devriez savoir que Daryl est un risque. Si un de ses jobs non déclarés tourne mal, si quelqu'un est blessé, c'est la réputation de votre entreprise qui est en jeu. » Eugene resta silencieux un long moment. « J'ai eu des préoccupations sur Daryl, des plaintes d'ouvriers sur son tempérament, mais il obtient des résultats. Et dans ce business, ça compte ? Est-ce que ça compte plus que quelqu'un qui meurt parce qu'il a coupé les coins ronds pour empocher du cash en plus ?» Eugene se leva. « Je vais examiner ça, mais j'ai besoin de vérifier ces allégations. Alors, vérifiez-les, parlez à vos ouvriers, vérifiez vos dossiers, vous verrez que j'ai raison. » Cameron laissa son numéro. « Quand vous l'aurez fait, appelez-moi. » Tandis qu'il quittait le bureau, Cameron savait que ça prendrait quelques jours, mais Eugene Myers était du genre à creuser, et quand il le ferait, Daryl perdrait son boulot. Mais ce n'était que le début. Ce soir-là, à 21h45, Cameron se rendit à la zone de parking du pont Naval Avenue. C'était un endroit isolé sous le pont, mal éclairé, parfait pour ce que Daryl avait en tête. Cameron se gara et sortit. Portant un jean et une veste sombre, il marcha au centre du lot, visible dans la lumière tamisée. À 22h02, des phares apparurent. Le camion surélevé de Daryl entra, suivi d'un second véhicule, la berline d'Austin Finley. 3 hommes descendirent Daryl, Austin et un autre gars que Cameron ne reconnaissait pas. Tant pour l'homme à homme, Daryl s'avança avec arrogance, flanqué de ses amis. Il était plus grand que Cameron ne l'avait prévu. Wadon et Jezitediata. Et musclé par le travail de construction, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, le regard de quelqu'un qui n'avait jamais affronté une vraie violence, qui pensait que l'intimidation était la même chose que la force. « Tu es vraiment venu ?» dit Daryl. « Je pensais que tu pourrais être un lâche. » Après tout, Cameron ne dit rien, observa juste, calculant les distances, notant qu'Austin avait la main dans la poche de sa veste, probablement un couteau ou une arme. Rien à dire, le chat a mangé la langue. « Soldat !» Daryl s'approcha. « Voilà comment ça marche. Tu t'éloignes de Christy et Emma, tu signes les papiers de divorce, abandonnes la garde et disparais. Ou, mes gars et moi te montrons ce qui arrive quand tu me manques de respect. Tu as amené des amis ?» observa Cameron. « Pour un combat 1 contre 1, assurance. Au cas où tu tenterais quelque chose, comme amener une arme ?» Cameron hocha la tête vers Austin. « Ou es-tu juste si effrayé de m'affronter seul ?» Le visage de Daryl rougit. « Je n'ai pas peur de... »« Tu as blessé ma fille ?» interrompit Cameron, sa voix tombant à quelque chose de froid et final. « Tu l'as attrapée ? Tu as laissé des bleus ? Tu l'as effrayée si fort qu'elle tremble quand elle dort ? Cette petite morveuse a besoin de discipline. » Cameron bougea. 12 ans d'entraînement au combat au corps à corps, compressé en 2 secondes. Il combla la distance avant que Daryl puisse réagir. Enfonça une frappe de paume dans son plexus solaire qui le plia en 2, puis balaya ses jambes. Daryl heurta le pavé durement. Austin bondit en avant, sortant un couteau. Cameron esquiva, attrapa son poignet et tordit. Le couteau claqua au sol, un genou au ventre d'Austin. Et il s'effondra haletant. Le 3e homme hésita, puis courut à sa voiture. Cameron se tint au-dessus de Daryl, qui sifflait, luttant pour respirer. « C'était moi en étant gentil. Si tu touches encore ma fille, tu découvriras ce que j'ai appris chez les Rangers. » Puis il l'entendit, des sirènes. Proches et se rapprochant, Cameron leva les yeux pour voir Toby et Isaac émerger des ombres au bord du parking. Tous deux tenant des téléphones. « On a appelé, » dit Toby, « rapporté un homme avec une arme menaçant quelqu'un. » La police arriva 30 secondes plus tard, trouvant Daryl et Austin au sol, un couteau à proximité et 3 témoins Cameron, Toby et Isaac. Affirmant la légitime défense, l'officier prit des déclarations, le couteau d'Austin, dont la possession, en tant que délinquant d'une condamnation antérieure que Cameron avait découverte, serait illégale. Les menaces de Daryl. Enregistrées sur le téléphone d'Isaac, les 3 corroborèrent la même histoire. Cameron avait été attaqué, s'était défendu, avait utilisé une force minimale. Daryl fut arrêté pour agression et possession d'armes par une personne interdite. La condamnation antérieure d'Austin en faisait une illégalité pour lui de porter, tandis que les officiers les chargeaient dans des voitures de police séparées. Daryl fixa Cameron avec une haine pure. « Ce n'est pas fini, » grogna-t-il. « Si, » dit Cameron calmement. « C'est fini. Tu ne le sais pas encore ?» Chapitre 5. Démantèlement. L'arrestation fit les nouvelles locales. Contremaître en construction arrêté après une altercation. Lisez le titre. Le nom de Cameron n'était pas mentionné. Le reporter nota seulement qu'un membre local des forces armées avait été attaqué
et s'était défendu. Mais Eugene Myers le vit, et le lendemain matin, Cameron reçut l'appel qui l'attendait. « J'ai examiné vos allégations », dit Eugene sans préambule. « Vous aviez raison. Daryl menait des jobs au noir, empochait du cash, coupait les coins ronds sur mes projets. J'ai trouvé 3 sous-traitants différents qui ont dit qu'il les a pressurés pour utiliser des matériaux moins chers et reverser la différence. Qu'allez-vous faire ? Je le vire et je signale l'évasion fiscale à l'IRS. Il a volé mon entreprise, mis en danger mes ouvriers. Il est fini ? Un de moins, pensa Cameron. Daryl serait libéré sous caution d'ici midi, mais il rentrerait sans boulot et avec une enquête fiscale. La pression financière commencerait immédiatement. Cameron passa la journée avec Emma, l'emmenant au parc, prenant une glace, essayant de reconstruire la normalité qu'elle avait perdue. Elle était encore calme, sursautant au mouvement soudain, mais elle souriait quand il la poussait sur les balançoires. « Papa » demanda-t-elle tandis qu'il s'asseyait sur un banc, partageant un cornet. « Est-ce que je vais devoir retourner à la maison de maman ? Pas sauf si tu le veux. Et si tu le fais, ce sera seulement pour des visites. Et je m'assurerai que tu es en sécurité. Je ne veux plus jamais voir Daryl. Tu n'auras pas à le faire. » Cameron la serra contre lui. « Je promets. » Ce soir-là, après qu'Emma fut endormie, Cameron reçut une visiteuse à sa chambre d'hôtel. Il ouvrit la porte pour trouver Christy debout, là, seule, le visage strié de larmes. « Peut-on parler ?» demanda-t-elle. Cameron hésita, puis sortit dans le couloir, tirant la porte presque fermée, pour pouvoir encore entendre si Emma se réveillait. « Que veux-tu, Christy ?»« Je ne savais pas, » dit-elle. « Pour les Bleus ? Pour à quel point Daryl était brutal ? Je le jure. Cameron, je ne savais pas. » Il étudia son visage, cherchant la vérité. Ce qu'il vit était compliqué, un remords genuine, mais aussi de l'autopréservation. Les factures légales s'empilaient probablement. Daryl venait d'être arrêté et viré. Le conte de fées qu'elle vivait s'effondrait. « Tu as dit à ta cousine qu'il avait un tempérament, » dit Cameron. « Tu savais qu'Emma avait peur ? Tu as choisi de ne pas le voir ? J'étais en colère contre toi ?» La voix de Christy monta. « Tu étais toujours parti ? Toujours déployé ? J'étais seul. À élever Emma, et tu étais de l'autre côté du monde. À jouer au héros, je servais mon pays, le pays où nous vivons, le pays qui te protège. Ça ne m'a pas protégé de la solitude, de me sentir comme une mère célibataire de toute façon. » Cameron sentit un scintillement d'ancienne culpabilité, mais il la repoussa. « Tu aurais pu me parler, aurais pu me demander de changer d'affectation, de quitter les Rangers. Au lieu de ça, tu as trouvé Daryl, déposé pour divorce pendant que j'étais déployé, et mis notre fille en danger. Je sais, » la voix de Christy se brisa, « je sais que j'ai merdé, mais Daryl, il était charmant au début, attentif. Il me faisait me sentir spécial. Et puis, il a commencé à devenir jaloux, contrôlant. Mais à ce moment-là, j'avais déjà déposé les papiers, déjà engagé, je pensais pouvoir gérer ça. En le laissant blesser Emma, je me disais que ce n'était pas si grave, qu'Emma exagérait. Je ne voulais pas admettre que j'avais fait une erreur. » Christy le regarda. « Je suis désolé. Cameron, je suis tellement désolé. » Il voulait rester en colère, voulait s'accrocher à la rage qu'il avait alimentée les 3 derniers jours, mais en la regardant, vraiment en la regardant, il vit quelqu'un qui avait fait de mauvais choix et se noyait dans les conséquences. « Où est-il maintenant ?» demanda Cameron. « Libéré sous caution, chez Austin. Il est furieux. Il n'arrête pas de m'appeler, disant que c'est ma faute. Que je t'ai monté contre lui. » Elle croisa les bras autour d'elle. « Et j'ai peur, Cameron. Il sait où j'habite. Il a les clés de la maison. » Cameron sortit son téléphone. « Change les serrures ce soir. Je te donnerai le numéro d'une bonne entreprise de sécurité. » Et Christy, mets fin à ça avec lui. Complètement. Si tu veux une chance de réparer ça, d'être parti de la vie d'Emma, tu coupes tous les liens avec Daryl Schwartz. Il ne me laissera pas juste partir. Alors je m'assurerai qu'il n'ait pas le choix. Christy partit, et Cameron appela Brian. « J'ai besoin d'une ordonnance restrictive déposée contre Daryl Schwartz. Pour Christy Parker et Emma Parker, basée sur son historique, son arrestation et les abus documentés. Je peux la déposer demain matin ?» dit Brian. « Mais Cameron, Christy doit être celle qui la demande. Elle le fera. Je m'en assurerai. » Le lendemain matin, Cameron conduisit Christy au bureau de Brian. Elle tremblait, mais déterminée. L'ordonnance restrictive fut déposée à midi, interdisant à Daryl de contacter Christy ou Emma, ou de s'approcher à moins de 150 mètres d'elle. À 15 heures, Daryl avait été service. À 17 heures, il l'avait violée. Cameron reçut l'appel de Christy. Sa voix paniquée. « Il est dehors, devant la maison, dans son camion ?»
juste assis là, à fixer « Appelle la police, j'arrive ». Cameron arriva avant les flics. Se garant de l'autre côté de la rue de sa maison, le camion de Daryl était en effet garé au bord du trottoir, moteur allumé. Cameron s'approcha, frappa à la fenêtre. Daryl l'abaissa, son visage tordu de rage. « Tu crois pouvoir détruire ma vie ? Je pense que tu as détruit ta propre vie quand tu as posé tes mains sur ma fille. Cette morveuse avait besoin de discipline. Sa mère est une faible. » Cameron se pencha, sa voix mortellement calme. « Écoute très attentivement. Tu violes une ordonnance restrictive en ce moment ? La police est en route. Quand ils t'arrêteront, ta caution va être révoquée. Tu vas rester en prison en attendant le procès pour les charges d'agression. Et pendant que tu seras assis là, je vais m'assurer que tout le monde sache ce que tu as fait. Tes amis, ta famille, tout le monde. Tu ne peux pas. J'ai déjà contacté ta mère, Maureen Riley. Envoyer des copies des rapports médicaux montrant les bleus d'Emma. Envoyer des copies à ton employeur. Oh attends, tu n'as plus d'employeur. Envoyer à l'IRS, à l'OSHA, à tous ceux qui ont besoin de savoir que Daryl Schwartz est un abuseur d'enfants et un fraudeur. Le visage de Daryl pâlit. Ma mère, ta renié, m'a appelé cet après-midi, a dit qu'elle avait honte d'avoir élevé quelqu'un comme toi. C'était un mensonge. Mais l'expression de Daryl disait que ça avait touché. Des sirènes hurlèrent au loin. Tu devrais partir, dit Cameron, ou tu peux rester et te faire arrêter. À toi de choisir. Daryl partit en trombe. Pneus crissant, Cameron sortit son téléphone et appela le dispatch de la police avec le numéro de plaque du camion et la direction de fuite. Ils le cueillirent 6 pâtés de maison plus loin. Cette fois, le juge refusa la caution. Chapitre 6. Les pièces finales. Avec Daryl en prison, en attendant le procès, la menace immédiate était neutralisée, mais Cameron n'était pas satisfait. Le temps en prison n'était pas assez. Il voulait Daryl démantelé, pas juste arrêté. Il passa la semaine suivante à reconstituer le réseau de Daryl. Austin Finlay fut facile. Coopérant avec les procureurs en échange d'une sentence réduite, il donna des détails sur les travaux de construction au noir. Cela mena à des charges d'évasion fiscale contre Daryl. Mais Cameron trouva autre chose. Dans la déclaration d'Austin, il y avait mention d'un gars de l'argent qui avait financé certains des plus gros projets au noir de Daryl. Un nom ? Young Drew. Cameron reconnut le nom de ses recherches. Young Drew dirigeait une petite opération de prêt à la limite de la légalité, pas tout à fait un usurier, mais pas une banque non plus. Intérêts élevés, garanties douteuses. Cameron arrangea une rencontre dans un bar au bord de l'eau. Young Drew était dans la quarantaine. Bien habillé, mais avec des yeux durs qui avaient vu beaucoup de problèmes. « Vous êtes Cameron Parker ?» dit Drew en s'asseyant. « J'ai entendu parler de vous. Ranger. »« C'est ça ? C'est ça ? Je veux parler de Daryl Schwartz. » Pas grand-chose à dire, il me doit 80 000 $. Me remboursait via ses jobs de construction. Maintenant, il est en prison et je perds mon argent. Et si je pouvais vous aider à recouvrer vos pertes ? Drew se pencha en arrière. J'écoute. Daryl a des actifs. Son camion, valant 30 000 $. Équipement, outils, valant encore 10 000 $. Et il possède un bateau, enregistré à son nom. Comment j'accède à ça ? Vous déposez une poursuite civile pour recouvrement de dettes, je fournirai la documentation des prêts, vous obtenez un jugement, saisissez les actifs, et qu'est-ce que vous gagnez là-dedans ? Je gagne à voir Daryl perdre tout ce qu'il utilisait pour impressionner les gens, tout ce qu'il valorisait, plus que la sécurité de ma fille. Drew sourit lentement. Je vous aime bien, Ranger. Vous êtes minutieux. La poursuite civile fut déposée en quelques jours, avec Daryl incapable de répondre depuis la prison. Le jugement fut rapide. Son camion, son bateau, ses outils, tout ceci, nous avons finalement fait la caution 1 mois plus tard. Il n'aurait plus rien. Mais Cameron avait un dernier coup à jouer. Il avait suivi l'avocat de divorce de Christie, les Riley. Quelque chose chez l'homme le dérangeait. Trop lisse, trop confiant. Cameron décida de creuser plus profond. Ce qu'il trouva était de l'or. Les Riley représentaient Christie sur contingence, s'attendant à un pourcentage de la pension militaire et des prestations de Cameron. Mais Cameron trouva des emails, obtenus via un contact qui avait hacké le serveur non sécurisé de Riley, montrant que Riley avait coaché Christie pour faire de fausses allégations, suggérant qu'elle affirme que Cameron avait un SSPT et était dangereux. Fabriquant un récit qui garantirait un règlement favorable, c'était contraire à l'éthique, possiblement illégal, et définitivement matière à radiation. Cameron forwarding les emails anonymement au comité d'éthique du barreau de Virginie. 3 jours plus tard, Riley se retira de l'affaire de Christie. 1 semaine après, il était sous enquête. Christie, maintenant sans représentation et face à la réalité de sa situation, appela Cameron.
Peut-on parler, vraiment parler ?» Ils se rencontrèrent dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre l'hôtel où Cameron logeait et la maison. Emma était à l'école, leur donnant du temps. Christy avait l'air épuisée. « J'abandonne la pétition de divorce, dit-elle. Je demande la garde conjointe avec toi en primaire. J'admets au tribunal que j'ai fait une erreur avec Daryl, que j'ai mis Emma en danger. Pourquoi le changement? Parce que j'ai tout perdu? Cameron. Mon avocat est sous enquête. Daryl est en prison et menace de me poursuivre pour l'avoir présenté à ma fille. Affirmant que ça a endommagé sa réputation, mes amis m'ont abandonné. Et ma mère? Sa voix se brisa. Ma mère a dit qu'elle avait honte de moi, que j'aurais dû protéger Emma. Cameron ne ressentit aucune satisfaction dans sa misère, juste de la lassitude. Que veux-tu de moi? Je veux être partie de la vie d'Emma. Je veux regagner sa confiance. Et peut-être, éventuellement, je pourrais regagner la tienne. Tu comprends que je n'oublierai jamais ça? Je ne te ferai plus jamais pleinement confiance. Je sais, mais je suis sa mère. Et je l'aime. J'ai juste besoin d'une chance de prouver que je peux être meilleure. Cameron pensa à Emma, à ce dont elle avait besoin. Elle avait besoin de sa mère si Christy pouvait vraiment changer. Mais elle avait besoin de protection plus encore. Voilà ce qui va se passer, dit Cameron. Tu verras un thérapeute, mandaté par le tribunal. Tu assisteras à des cours de parentalité. Tu auras des visites supervisées avec Emma jusqu'à ce qu'elle soit à l'aise d'être seule avec toi. Et si tu la mets en danger à nouveau, je ferai en sorte que ce que j'ai fait à Daryl ressemble à de la miséricorde. Christy hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. « Merci, ne me remercie pas. Remercie Emma d'être prête à te donner une seconde chance. Elle est plus indulgente que moi. » Tandis que Cameron quittait le café, son téléphone sonna. C'était Eugene Myers de Tidewater Construction. « Je pensais que tu voudrais savoir. Le procès de Daryl est programmé pour le mois prochain. Aggression, violation d'une ordonnance restrictive. Et maintenant les charges d'évasion fiscale. Son défenseur public dit qu'il risque 3 à 5 ans. Bien, il y a autre chose. Nous avons dû témoigner à l'OSHA sur ces violations de sécurité. Il s'avère qu'un des ouvriers blessés le poursuit personnellement pour facture médicale et dommages. Entre ça, les charges criminelles et la perte de ses actifs à Drew. Daryl va être en faillite et en prison. Cameron le remercia et raccrocha. C'était tout ce qu'il avait planifié, tout ce vers quoi il avait travaillé. Daryl Schwartz était détruit, financièrement, socialement, légalement. Mais cette nuit-là, allongé dans le lit pendant qu'Emma dormait paisiblement dans la chambre voisine, Cameron réalisa quelque chose. La vengeance n'était pas ce qui le satisfaisait, c'était d'avoir Emma de retour, en sécurité, guérissant. Le reste n'était que s'assurer que la menace ne revienne jamais. Chapitre 7. Le jugement dernier. L'audience complète pour la garde était programmée pour début novembre, 6 semaines après que Cameron eut reçu l'appel d'urgence. Pendant ce temps, Emma avait éclos sous ses soins. Elle avait commencé une thérapie avec une psychologue pour enfants spécialisée dans les traumas. Ses cauchemars avaient diminué. Elle souriait plus. Christy avait suivi tout ce que Cameron exigeait. Séance de thérapie 2 fois par semaine. Cours de parentalité. Elle avait emménagé dans un petit appartement. Pris un job dans un magasin local. Les visites supervisées avec Emma étaient d'un maladroite au début. Mais progressivement, mère et fille commencèrent à se reconnecter. Elle essaie. Emma avait dit à Cameron une nuit, « Maman dit qu'elle est désolée beaucoup. Tu la crois ?» Emma y avait pensé sérieusement. « Je pense que oui. Elle pleure quand elle parle de Daryl. Dit qu'elle aurait dû me protéger. » Cameron avait serré sa fille, reconnaissant qu'elle ait la capacité de pardon qu'il n'était pas sûr de posséder. L'audience pour la garde fut plus une formalité qu'une bataille. Avec la coopération de Christy et les preuves documentées des abus de Daryl, la juge, à nouveau Lynette Loomis, accorda à Cameron la garde physique primaire. Christy aurait Emma un week-end sur 2 et une soirée par semaine. Non supervisée, une fois que la thérapeute approuverait, « Madame Parker, dit la juge Loomis, sa voix sterne, je vous donne cette opportunité parce que votre fille l'a demandé. Ne la gaspillez pas, je ne le ferai pas. Votre honneur. » Tandis qu'il quittait le palais de justice, Brian tapa sur l'épaule de Cameron. « Tu l'as fait, Emma est en sécurité. Christy Cooper. Daryl va partir pour des années, c'est le meilleur résultat que tu pouvais espérer. » Presque, dit Cameron. Presque. Le procès de Daryl est la semaine prochaine. J'ai besoin d'être là. Le procès de Daryl Schwartz eut lieu au tribunal de circuit de Norfolk. Cameron s'assit dans la galerie, regardant tandis que les procureurs exposèrent le cas, agression et coup, violation d'une ordonnance de protection, abus sur enfant. Cette charge avait été ajoutée quand des preuves médicales supplémentaires confirmèrent le schéma de blessure sur Emma. Ashley Baker témoigna
décrivant l'historique de violence de Daryl. Eugene Myers témoigna sur les violations de sécurité et la fraude. Toby et Isaac témoignèrent sur l'attaque du parking. Et Emma, dans une session fermée avec juste le juge et les avocats, donna son témoignage. Cameron n'était pas autorisé à être présent, mais Brian l'avait préparé. Quand elle émergea, elle avait l'air épuisée mais résolue. « J'ai dit la vérité. »« Papa » dit-elle. Le procès dura 3 jours. Le jury délibéra pendant 90 minutes, coupable sur tous les chefs. L'audience de sentence de Daryl était programmée pour 2 semaines plus tard. L'accusation demandait 8 ans. Le défenseur public de Daryl plaida pour la clémence, affirmant que son client avait des problèmes de gestion de la colère, mais n'était pas vraiment dangereux. La juge Loomis écouta les 2 côtés, puis regarda Daryl. « M. Schwartz, vous aviez de nombreuses opportunités de changer votre comportement. Au lieu de cela, vous avez escaladé, vous avez blessé un enfant, vous avez violé des ordonnances judiciaires. Vous n'avez montré aucun remords jusqu'à affronter les conséquences. Je vous condamne à 6 ans de prison sans éligibilité à la libération conditionnelle pour les 3 premiers. » Le visage de Daryl pâlit, tandis que les huissiers l'emmenaient. Il regarda en arrière vers Cameron, qui soutint son regard sans expression. « Justice », pensa Cameron. Pas parfaite, mais réelle. Avec Daryl emprisonné et les batailles légales réglées, Cameron fit face à un nouveau défi. Reconstruire sa vie. Il avait pris 30 jours de congé de l'armée, mais ça se terminait. Il avait besoin de décider s'il restait chez les Rangers ou transitionnait dehors. La décision fut facilitée par une conversation avec le capitaine Edgar Patrick, qui l'appela en vidéo d'Afghanistan. « Comment va Emma ?» demanda Edgar. « Mieux chaque jour. La thérapie aide. » Elle rit à nouveau. « Et toi ?» Cameron hésita. « Je suis où j'ai besoin d'être, mais je ne peux plus déployer. » « Edgar. Pas pendant qu'Emma a besoin de moi. Je m'en doutais. » Edgar hocha la tête. « J'ai parlé à des gens. Il y a un poste d'instructeur qui s'ouvre à Fort Benning, enseignant aux nouveaux Rangers. C'est aux États-Unis, heure stable. Et tu serais sacrément bon. Tu as arrangé ça? Tu as donné 12 ans au régiment. » Cameron. « Il est temps que le régiment te rende quelque chose. » Edgar sourit. En plus, quelqu'un doit s'assurer que la prochaine génération sache comment traquer et détruire les ennemis qui menacent leur famille. Cameron rit. Le premier rire genuine en semaine, je le prends. Le déménagement à Fort Benning signifiait relocaliser en Géorgie, ce qui signifiait déraciner à nouveau. Mais quand il en parla à elle, elle le surprit. « Y aura-t-il d'autres enfants dont les papas sont soldats ?» demanda-t-elle. « Plein? Alors ils comprendront? Sur les déploiements et tout? Tu es une gamine intelligente? Maman dit que je le tiens de toi. » Les choses avec Christy s'étaient installées dans une paix malaisée. Elle travaillait dur pour reconstruire la confiance d'Emma et Cameron devait admettre qu'elle réussissait. Les visites supervisées étaient devenues non supervisées. Christy avait même recommencé à sortir. Un comptable discret nommé Miguel Franco, qu'Emma décrivait comme ennuyeux mais gentil. « Ennuyeux, c'est bien », avait dit Cameron à sa fille. Ennuyeux signifie sûr. Avant qu'il déménage en Géorgie, Cameron avait une dernière affaire à Virginia Beach. Il se rendit à l'unité de stockage où Toby avait laissé l'équipement de surveillance, rendit tout, puis rencontra Toby et Isaac dans un bar près du front de mer. À Cameron Parker, leva Toby son verre, qui nous a rappelé pourquoi nous sommes devenus Rangers en premier lieu. Pour protéger les innocents, ajouta Isaac. Pour protéger la famille, corrigea Cameron. Tout le reste n'est que détail. Ils burent, partagèrent des histoires de guerre, promirent de rester en contact, tandis que Cameron quittait le bar. Il regarda l'océan Atlantique, le même océan qu'il avait traversé en rentrant d'Afghanistan. Il avait quitté cette base en soldat en mission. Il était rentré à Virginia Beach en père, protégeant sa fille. Et maintenant, en route pour la Géorgie, il était les deux, un guerrier qui avait gagné la bataille et qui comptait le plus. Chapitre 9. La maison. 6 mois plus tard, Cameron se tenait dans la cour arrière de sa nouvelle maison près de Fort Benning, regardant Emma jouer sur le portique qu'il avait installé. La chaleur de Géorgie était différente de celle de Virginie. Plus sèche en quelque sorte, mais Emma l'adorait. Elle s'était fait des amis à sa nouvelle école. Les cauchemars avaient arrêté. Elle allait encore en thérapie 1 fois par mois, mais la psychologue disait qu'elle s'épanouissait. Christy visitait 1 fois par mois, volant pour des week-ends prolongés. La relation entre mère et fille guérissait, lentement mais sûrement. Cameron ne ferait plus jamais confiance à Christy comme avant. Mais il respectait son engagement à changer. Son téléphone vibra. Un texto de Brian. Pensez que tu voudrais savoir. Les Riley a été radié. Violations éthiques. Les emails que tu as fournis étaient le clou final. Cameron sourit.
Riley avait essayé de profiter de la destruction de sa famille. Maintenant, la carrière de Riley était détruite. Un autre texto, celui-ci de Gene Myers. Young Drew dit merci. Vendre les actifs de Daryl a couvert la plupart de la dette. Apprécie la référence. Et enfin, un d'Ashley Baker. Vu les nouvelles sur la sentence de Daryl, merci de m'avoir cru. Merci de l'avoir arrêté. Cameron rangea le téléphone et marcha vers Emma, qui tentait maintenant un saut périlleux de la balançoire. Attention, appela-t-il. Je gère. Papa, elle le fit, atterrissant sur ses pieds, avec un sourire triomphant. Cameron applaudit. Ce soir-là, après qu'Emma fut endormie, Cameron s'assit sur la terrasse arrière avec une bière, regardant les étoiles. Il pensa aux 7 derniers mois, la peur, la rage, la planification soigneuse, l'exécution d'un plan qui avait démantelé Daryl Schwartz pièce par pièce. Certains pourraient dire qu'il était allé trop loin, que d'utiliser ses compétences contre un civil était excessif. Mais ces gens n'avaient pas entendu leur fille pleurer, disant qu'elle avait peur, n'avaient pas vu les bleus, n'avaient pas senti le besoin profond de protéger ce qui comptait le plus. Cameron avait fait ce qui était nécessaire, pas juste pour punir Daryl, mais pour s'assurer qu'il ne puisse plus jamais blesser Emma ou l'enfant de quiconque. Et il le referait sans hésitation. Son téléphone sonna une dernière fois. Il ne reconnut pas le numéro, faillit ne pas répondre, mais quelque chose le fit décrocher. Cameron Parker à l'appareil, c'est Arthur Underwood. Je suis reporter au Norfolk Virginia Pilot. Je fais un article sur l'affaire de Daryl Schwartz, sur comment un membre des forces armées déployées a pu rentrer et protéger sa fille quand le système a initialement échoué. Seriez-vous prêt à parler? Cameron y pensa. La publicité n'était pas quelque chose qu'il voulait, mais peut-être que raconter l'histoire aiderait d'autres parents à reconnaître les signes d'alerte. Peut-être encouragerait-il d'autres victimes à parler. C'est à une condition, dit Cameron. Vous n'utilisez pas le nom complet de ma fille, et vous rendez clair que le système a fonctionné. Éventuellement, la juge Loomis, mon avocat Brian Pittman, l'assistante sociale et Dorothy Hicks, ils ont tous fait leur travail. J'ai juste dû lutter pour leur donner les informations dont ils avaient besoin. Je peux faire ça? Ils parlèrent pendant 1 heure. Cameron raconta l'histoire soigneusement. Omettant la surveillance illégale et les tactiques plus douteuses, il se concentra sur les faits, un père protégeant sa fille. Un homme violent face à la justice, un système qui fonctionnait quand les gens le poussaient à fonctionner. Quand l'article fut publié 2 semaines plus tard, il devint viral. La mission du ranger sauvait sa fille. Lisez le titre. La réponse fut accablante. Message de soutien d'inconnus. Don à des organisations de prévention des abus sur enfants en l'honneur d'Emma. Mais le message qui comptait le plus vint d'Emma elle-même. Elle avait lu l'article avec l'aide de Cameron, ses compétences en lecture s'améliorant chaque jour. « Papa », dit-elle, le regardant avec ses yeux bruns sérieux. « Oui, bébé, l'article dit que tu es un héros. Est-ce vrai ?» Cameron pensa à comment répondre. Il ne se sentait pas comme un héros. Il se sentait comme un père qui avait fait ce que tout parent devrait faire. Les héros sont des gens qui aident les autres quand c'est dur, dit-il enfin. Je suppose que nous sommes tous les deux des héros. Tu as été brave quand tu m'as dit ce qui se passait. Ça a pris du courage. Emma le serra dans ses bras. Je suis contente que tu sois rentrée. Moi aussi. Et moi aussi. Plus tard cette nuit-là, Cameron se tint dans l'encadrement de la porte d'Emma, la regardant dormir paisiblement. Pas de cauchemar, pas de peur. Juste une petite fille rêvant de ce dont rêvent les petites filles. C'était la victoire, pas les victoires légales ou l'emprisonnement de Daryl, pas la réputation détruite ou la ruine financière. Ça, sa fille, en sécurité et heureuse et guérissant, Cameron avait passé des années à servir son pays, protégeant des gens qu'il ne rencontrerait jamais, mais la mission qui comptait le plus était celle qu'il avait presque perdu la chance de compléter. Il était rentré, il s'était battu pour sa famille, et il avait gagné. Demain, il retournerait à Fort Benning et enseignerait aux jeunes Rangers comment être des guerriers. Il aiderait Emma avec ses devoirs et l'emmènerait à l'entraînement de soccer. Il appellerait Christy en vidéo pour coordonner les visites. Il vivrait une vie normale, paceable, mais si quiconque menaçait sa fille à nouveau, ils apprendraient la même leçon que Daryl Schwartz avait apprise. Cameron Parker était un ranger, et les Rangers n'abandonnent jamais. Les Rangers n'échouent jamais, les Rangers protègent les leurs. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas. That's not appropriate for this stream. It's okay.
What? Hey, Quinn, I like this girl in my school. She's so nice and, like, beautiful, blah, 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 blah. But she's so mean to me. Because earlier, I was mean to her. And I try my best to say sorry, but I can't because I know she hates me. Why were you mean to her? And how mean? Say sorry and don't bother her anymore. I'd say. If she wants to forgive you, she can. But, like, say sorry once and let it be. Don't, like, keep festering her. Because that's just annoying. I might end stream soon, because I said I'd make it an hour and a half. I've been dealing with body image issues. People say, oh my god, you're so beautiful. And they're right. And I just can't believe them. I try to hype myself up and be confident, but it never works. Any advice? You are already doing the right thing by trying to hype yourself up. Be confident is such a, like, it's such a non-advice. You know what I mean? Like, people are like, just be confident. It's like, what? Just be confident. What helped me was, this wasn't even intentional. I stopped wearing crop tops and it stopped being in my mind. Like, I stopped thinking about my body because I just stopped wearing clothes that caused me to. And, like, that's not the best way to cope with it. Like, just don't look anymore because that's not applicable to everybody. What if you are a freaking cheerleader? I don't know. I don't know your situation, but that helped. Don't look in the mirror as much, pretty much. If you can try to logic yourself, I mean, there is some parts of body positivity that are weird, and some that are great, and some that are not, and some that are, you know what I mean? But one that I appreciate, to an extent, is the people who are like, I love my legs, not because they're toned as fuck, or gorgeous, or long, or short, or whatever, but because they help me run, and they help me run really well. You know? I love my hips because they help me, you know what I mean? Or, like, I love the fat on my tummy because it protects my body, and it's where I store that. Like, thinking about yourself as a mechanism rather than a object to be viewed. Like, you are not a statue. Your body is built to run and to jump and to dance and to have fun, not to be stared at. Like, getting stared at isn't very fun. Running around and having energy and all these things is, you know? All these things are. And so, like, try to, yes, for real, your body is the vessel through which you get to experience life. Take care of it. Yes. So, I think that doesn't work for everybody. I have hiccups. That doesn't work for everybody. But it's a step in the right direction for me, at least. Yes. Yes. And that doesn't work for everybody because some people have disabilities or different body, you know what I mean? And so, like, there's nuance, but I love you, and you are okay. And I know this is unrelated, but just going off of what I said before, I know that it's a privilege to be like, my legs help me run, because not everybody can. Not everybody can stand up. Not everybody can do things. But you deserve to be happy, and that is all. Regardless, I need to pee, and I think I'm gonna go to the store and get myself chocolate so that I can make myself a s'more, because I want one. So, I will see you guys soon, and I love you, and I'm gonna go. But, I love you, and I hope to have another stream soon. Bye-bye. Bye!
Sorry, I didn't press the end stream button when I meant to, and so there's like that awkward silence and I want to fill it. Regardless,